j'ai déjà présenté tout à l'heure. Je refais au cas où, je suis Nicolas, je suis chef de service à Cap Emploi. Cap Emploi, c'est un service qui est porté par l'axe transversal de l'emploi et plus particulièrement par l'association APSH 34. Voilà, donc nous, on a intégré en 2021 le lieu unique d'accompagnement. Le lieu unique d'accompagnement, c'est un lieu dans les pôles emploi, dans les agences pôle emploi, qui s'occupe spécifiquement du suivi des personnes en situation de handicap. Et dans ce lieu-là, vous pouvez avoir des conseillers Cap Emploi et des conseillers Pôle Emploi. On viendra après un peu plus dans le détail sur qui est suivi par Pôle Emploi, qui est suivi par Cap Emploi et pourquoi il y a cette différence-là. Alors avant de commencer le PowerPoint, je tenais à donner quelques précisions et quelques réponses aux questions qui ont été émises tout à l'heure. Donc les conseillers Cap Emploi, oui, sont formés aux différentes spécificités, aux différents handicaps, qui suivent une formation qui est proposée par Keops en 10 formations, qui leur permet d'avoir des notions sur tous les types de handicap. Cependant, ce ne sont pas des experts au sens propre du terme experts de chaque handicap, ce sont des spécialistes du handicap en général. Quand il y a des besoins d'expertise, on va orienter les personnes vers les fameuses prestations d'appui spécifiques dont vous avez beaucoup entendu parler ce matin. Il y en a pour tous les types de handicap. On a parlé de la passe auditive, il y en a pour les troubles cognitifs, dans lesquels il peut y avoir des troubles autistiques d'ailleurs. Il y a bien sûr la passe psychique dont on a entendu parler tout à l'heure aussi. Il y a la passe mentale, dans laquelle certains qui ont des troubles autistiques peuvent peut-être être orientés en fonction de la déficience intellectuelle ou non. Il y a la passe bien sûr auditive et la passe visuelle. Voilà, et la passe moteur, pardon, qui est importante à évoquer, parce que c'est celle qu'on prescrit le plus. Autre élément qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, c'est oui, c'est compliqué l'autisme parce que c'est un trouble invisible et les employeurs ne le voient pas. C'est une réalité pour tous les types de handicap. Le handicap moteur, très majoritairement, ce sont des troubles non visibles. C'est important d'en être conscient. Le fauteuil roulant ne représente que 0,1% des personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai que c'est celle qu'on représente. Ça a notre grand désarroi à nous, parce que ce n'est pas la réalité de ce qu'on vit. La réalité de ce qu'on vit, c'est des personnes qui ont des problématiques de type trouble musculo-squelettique, d'accord, donc ça ne se voit pas, et qui ne peuvent plus faire le travail pour lequel ils étaient payés avant, et qui sont dans plein de désarroi parce qu'ils ne peuvent plus faire ce travail-là. Ça me paraissait important de le dire, même si ce n'était pas forcément le sujet aujourd'hui, parce que je pense qu'il est important pour vous aujourd'hui de travailler avec des personnes qui ont d'autres types de troubles et de ne pas vous opposer à des personnes qui ont ces types de troubles-là. Vous serez plus fort avec eux, clairement, et ils vivent les mêmes situations que vous, malheureusement. Les difficultés administratives, le fait de se confronter à un système qui parfois n'est pas aidant, et je peux nous inclure dedans, hein. Des fois on est difficile à trouver, on est difficile à pénétrer, on en est conscient, on essaye de s'améliorer là-dessus, on communique un maximum, mais ce n'est pas forcément simple, et on est conscient que de l'autre côté, pour les gens qui sont dans les familles de personnes sur handicap, pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire, travailler avec eux, travailler avec l'APF, travailler avec toutes ces associations qui sont là pour aider à l'intégration de personnes en situation de handicap. Et je suis sûr qu'on sera beaucoup plus fort si on travaille tous ensemble et dans la même direction. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, le lieu unique d'accompagnement, je vous ai un peu expliqué tout à l'heure l'idée. Hein, en fait, là, vous pouvez passer la slide. Il y a 3 ans, il y avait un service Cap Emploi qui avait une offre de service particulière et un service Pôle Emploi qui avait une offre de service particulière. L'idée du LUA, c'était de réunir ces deux offres de services pour donner plus de réponses, pour faciliter finalement les réponses qu'on pourrait donner aux personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Pascal. Bon, l'idée, je ne sais pas si on m'entend bien. L'idée, c'était aussi de simplifier les démarches. Donc, on s'est inscrit Cap Emploi pour l'emploi dans une démarche de rencontre avec les bénéficiaires, avec les conseillers, pour déterminer
un certain nombre d'axes d'amélioration de nos services. Et donc, l'idée, entre autres recommandations, l'idée de créer donc, des espaces type guichet unique, bien avant la notion de France Travail d'ailleurs, c'est deux notions complètement indépendantes l'une de l'autre. L'idée étant de créer des synergies dans nos services de manière à ce que la confrontation au quotidien avec les situations d'accompagnement des publics nous permettent de trouver ensemble des solutions et de faciliter le travail au quotidien en direction des bénéficiaires. Donc, notre credo, c'est vraiment ça. Donc, arrêter le fonctionnement en silo et essayer d'harmoniser un peu plus. Alors, on était déjà dans ce travail d'accompagnement renforcé, de renforcement du partenariat. Et donc, depuis octobre 2021, nos équipes travaillent dans les mêmes locaux et utilisent les mêmes outils. Donc ça aussi, c'est des éléments importants qu'il faut prendre en compte. On a mis du temps à s'approprier mutuellement les outils les uns des autres. Et aujourd'hui, donc, on est en situation d'organiser vraiment des réponses adaptées à chaque situation. Sur la slide précédente, chose importante, on a une offre de service en direction des personnes, mais aussi en direction des entreprises. On va présenter les deux offres de services, ça me paraît assez important. En tout cas, expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'on est suivi par Cap Emploi ou par Pôle Emploi, et comment on intervient auprès des entreprises pour les personnes en situation de handicap. En outre, sur cette slide, un des éléments importants, c'est le fait que nous partageons, nous sommes solidaires des mêmes objectifs, des mêmes indicateurs de performance, que sont l'accompagnement à l'emploi des personnes en situation de handicap, leur accès à la formation, la satisfaction des offres des entreprises par des personnes en situation de handicap. Donc il y a 6 indicateurs stratégiques qui sont suivis mensuellement et qui sont complètement partagés. Ce n'est pas pour l'emploi ou Cap Emploi a fait ça, Cap Emploi a fait ça, non, c'est ensemble qu'on a obtenu des résultats ou pas sur ces indicateurs. Je peux vous dire que donc, sur l'ensemble de ces 6 indicateurs, l'héros est très bien positionné. Donc en fait, qu'est-ce qui change par rapport à autrefois? Puisque finalement, en Pôle emploi, on avait déjà des référents qui avaient une spécialisation sur le handicap. Eh bien, on a développé leur formation, bien sûr, mais on a surtout tâté leur portefeuille avec au moins 3/4 de personnes en situation de handicap dans ces portefeuilles. On a intégré les conseillers de Cap Emploi au sein des agences, et c'est donc dans les 11 agences de l'Hérault, désormais, qu'on va retrouver cette configuration avec à la fois l'offre de services de Cap Emploi et l'offre de services de Pôle emploi à destination des situations que ce soit d'accompagnement des publics et d'accompagnement des besoins des entreprises. Donc, les personnes sont orientées vers... Ouais. Les personnes sont orientées vers Cap Emploi ou Pôle emploi en fonction de leurs besoins. Les personnes qui vont être orientées vers Cap Emploi sont des personnes qui sont dites en besoin de rétablissement. Ce n'est pas le rétablissement au sens de la santé, mais c'est le rétablissement au sens psychologique du terme. C'est-à-dire qu'on va nous accompagner des personnes qui ont du mal à accepter leur handicap, qui ont du mal à comprendre quelles sont leurs limitations, qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire concrètement du fait de leur handicap, de leur situation de handicap, pardon. Et notre travail, ça va être de les amener à comprendre ces limitations-là, ces contraintes-là, et à reconstruire un projet professionnel adapté à leur handicap pour que demain, ils ne soient plus en situation de handicap quand ils travaillent. Enfin, donc c'est un peu le travail de Cap Emploi. Et en fait, quand ce travail-là est réalisé, les personnes vont être réorientées vers un conseiller Pôle emploi pour travailler sur la formation adaptée au projet qui a été construit et travailler puis après sur la recherche d'emploi, sur le métier sur lequel on a orienté la personne. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui se décrivent, qu'ils sont dans les métiers d'accompagnement, d'insertion professionnelle.
Vous donnez une idée là? Vous voulez lever la main, les gens qui sont concernés? Il y a quelques heures. Il y a aussi des personnes qui sont Il y a aussi des personnes qui sont tout simplement parents ou concernés directement par le handicap. Bien, on peut passer sur la slide suivante pour vous donner une appréciation en fait, du maillage en fait, géographique. Et vous donner aussi des éléments de compréhension de l'organisation qui est présente dans ces 11 agences du territoire. Il y en a 4 sur Montpellier, 2 sur Béziers, puis ensuite le reste du territoire est couvert donc, par les agences d'Agde, Pézenas, Clermont-Lérault, Sète, Lunel, est-ce que j'en oublie? Donc c'est tout. Dans ces agences, donc, on délivre l'ensemble des services aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, et en particulier, donc, il y a, ces 11 agences sont des LUA. On peut passer à la slide suivante pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe concrètement dans le parcours d'un demandeur d'emploi qui s'inscrit, puisque désormais, finalement, après, par exemple, une RQTH délivrée par la TPH, la personne va entrer donc, à Pôle emploi. Alors, l'inscription se fait par Internet, donc sur le site de Pôle emploi.fr. Et donc, un premier entretien va avoir lieu, l'entretien de diagnostic de la situation qui va porter sur, avant tout, les éléments liés à l'emploi, l'éloignement par rapport à l'emploi et l'autonomie pour réaliser des démarches de recherche d'emploi. Donc, pour les personnes les plus autonomes, qui n'ont pas de difficultés particulières à entrer dans le monde du travail, il y a des personnes en situation de handicap qui sont dans ce cas, évidemment, eh bien, elles peuvent être placées dans des portefeuilles d'accompagnement qu'on appelle suivi. Ces personnes-là, finalement, ont besoin essentiellement de notre métier de diffuseur d'offres d'emploi et de rencontres avec les employeurs. On est vraiment là dans notre rôle, et donc c'est ce rôle-là qu'on tiendra encore pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, mais tout au long de l'année aussi en diffusant nos offres d'emploi sur notre site. Donc on a des portefeuilles assez volumineux et un conseiller qui va être à disposition essentiellement sur des modalités distancielles, en visio, au téléphone, par mail, pour répondre aux sollicitations du demandeur d'emploi qui, lui, a priori, a accès au marché du travail. Donc là, on est vraiment sur un interlocuteur certes unique qui va pouvoir confronter la personne au marché du travail. Pour les autres personnes qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, Pôle emploi dispose d'un volant de modalités de suivi et d'accompagnement qui va être en fonction du besoin de la personne. Donc on va être sur une intensité plus forte sur des publics, par exemple, qui ont besoin modéré d'appui. On va trouver des portefeuilles d'accompagnement guidé. Donc là, on est sur des plus petits portefeuilles. Plus petits portefeuilles, vous comprenez, 170-200 personnes dans ces portefeuilles-là quand même, avec des modalités d'accompagnement qui peuvent être distancielles, mais qui peuvent être aussi présentielles et collectives. Ce sont des appuis ponctuels pour savoir réaliser un CV de motivation, candidater, être efficace par l'entretien, ou réfléchir un petit peu sur sa stratégie de recherche d'emploi. On a aussi des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés à trouver un projet professionnel. Ceux-là vont être dans un accompagnement renforcé. Donc, un accompagnement renforcé, on va être sur des plus petits portefeuilles, 80, 50 personnes, selon les modalités. Et sur ces publics-là, on va être dans un accompagnement beaucoup plus individualisé. On peut trouver là des experts pour l'emploi, référents, travailleurs handicapés. Pour autant, donc, comme l'a dit Nicolas Haddadi, nous avons des publics dont le handicap notamment peut constituer un frein et qui ont un besoin de rétablissement, de compensation par rapport à leur situation. Donc là, typiquement, c'est là qu'on va retrouver l'expertise de Cap Emploi, donc vont pouvoir être orientés sur ces portefeuilles d'accompagnement dédiés aux personnes en situation de handicap. Et puis on a une autre modalité qui s'intéresse aux personnes qui ont énormément de freins périphériques à l'emploi, qui sont très éloignées de l'emploi, qui ont eu toute une possibilité d'incidents dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, qui sont très éloignés de l'emploi, qui nécessitent un accompagnement global, à savoir un accompagnement qui est mené avec les travailleurs sociaux du conseil départemental. Donc, vous voyez, une offre de service qui va s'adapter aux besoins des personnes et qui va pouvoir
faire intervenir à la fois l'offre de services de Cap Emploi dédiée au handicap et l'offre de services de Pôle Emploi plus généraliste, mais menée pour un certain nombre de cas par des référents qui sont des référents PH. C'est le message que vous envoyez autour de cette slide-là, c'est que finalement, aujourd'hui, on sort un petit peu des questions comment je peux être accompagné par Cap Emploi, comment je peux être accompagné par Pôle Emploi. Tout se détermine au moment de l'entretien de diagnostic. Donc le fléchage, c'est une inscription à Pôle Emploi suivie d'un diagnostic qui va ouvrir les possibilités et orienter une personne. Alors, c'est pas gravé dans le marbre. Une personne a la vocation à évoluer dans sa situation et pouvoir passer d'une modalité à une autre en fonction du renforcement de l'autonomie qu'on aura pu générer avec elle. Donc c'est la co-construction. Il faut savoir que derrière, on a effectivement des conseillers à l'emploi, qui soient d'obédience pour l'emploi ou Cap Emploi. On a aussi une offre de service qui fait intervenir des psychologues du travail. On a pour l'emploi 23 psychologues du travail qui sont répartis dans les 11 agences. Donc ça nous permet aussi d'aller travailler des sujets un petit peu plus délicats, des difficultés particulières, qu'elles soient liées à l'état de santé ou à l'expérience de vie de la personne. C'est à la slide suivante. Là, c'est juste une slide pour vous donner une idée de la répartition dans les portefeuilles des publics en situation de handicap. Vous voyez, on n'est pas systématiquement dans l'accompagnement par expertise de Cap Emploi. On a une répartition des personnes en situation de handicap dans les différents portefeuilles. Le bleu, c'est le suivi. Donc, c'est des gens qui sont jugés tout à fait autonomes pour gérer leur démarche sans forcément avoir besoin d'un appui particulier. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, au mois de septembre, 9431 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui sont en même temps bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Toutes catégories confondues, on est sur les catégories ABC en ce qui concerne l'inscription en Pôle emploi et toutes les catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il n'y a pas que les travailleurs handicapés dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc 9400 sur 123 000 personnes inscrites en Pôle emploi. Donc pour vous donner aussi des éléments d'explication, pour voir que la complexité elle-même du sujet de l'insertion professionnelle avec la connaissance des différentes filières, des métiers qui recrutent, des possibilités d'emploi, etc., des aides diverses et variées, va impacter le fonctionnement des agences. On parle aussi de l'indemnisation des personnes. Donc nous avons des équipes dédiées et nous avons des équipes dédiées aussi à la relation entreprise dans les agences. Donc toutes ces problématiques-là concernent 123 000 personnes au total inscrites. Et sur ces 123 000 personnes, il y a 9 431 personnes qui relèvent du handicap. Donc vous voyez que quand vous êtes concerné par votre insertion professionnelle ou par l'insertion professionnelle d'un de vos proches, eh bien, il faut avoir en tête cette organisation générale et vous dire que dans les agences, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des problématiques liées au handicap et que ces personnes-là peuvent vous aider à vous repérer dans le maquis des offres et des possibilités d'accompagnement. Chose importante, c'est qu'avec les conseillers Pôle emploi intégrés au WebDoit, nous sommes une team, nous sommes vraiment une équipe. Nous travaillons en synergie avec eux. Ça a déjà été dit, je le redis, mais voilà, c'est assez important. Quand quelqu'un est intégré dans le WebDoit, quand une personne en situation de handicap est intégrée dans le WebDoit, derrière, le travail se fait vraiment en synergie. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a plus de silo, il n'y a plus de je suis à Pôle emploi, je vais faire ça comme ça. Non, on parle des situations lors des réunions, on parle des situations ensemble, s'il y a des situations qui posent question, s'il y a des situations réussies, s'il y a toutes ces situations-là, pour pouvoir aussi monter en compétences ensemble sur les deux offres de service, on les échange lors de ces réunions anti-TH. Et chose très importante, à mon sens, qui a été évoquée, il y a une équipe, en effet, entreprise à Pôle emploi, mais il y a aussi une équipe entreprise à Cap Emploi. Nous avons des conseillers à dominante entreprise
qui travaillent à la fois sur de l'accompagnement et de l'entreprise. Du coup, ce qui nous permet de répondre à une offre de service assez forte au niveau de Cap Emploi, notamment tout ce qui est lié à la sensibilisation des entreprises aux situations de handicap. Notre travail, c'est aussi d'aller voir les entreprises, de leur expliquer ce que ça veut dire être en situation de handicap, de bien leur faire prendre conscience que chaque situation est individuelle. En fait, c'est pas parce qu'on a une personne avec des troubles autistiques où ça s'est passé d'une manière qu'avec une autre, ça se passe de la même manière. Chaque situation est différente. Donc ça, on travaille beaucoup avec les entreprises là-dessus. Notre travail, ça va être d'amener petit à petit les entreprises à réfléchir à des méthodes de recrutement différentes de celles qu'elles utilisent. Je vais prendre un exemple d'une personne qui a des troubles autistiques. Donc nous, les entreprises avec qui on travaille, comme partout, quand elles ont un besoin, nous envoient une offre d'emploi. Et il y a quelques temps, on a eu une offre d'emploi sur un métier assez spécifique, technicien de laboratoire. Il se trouve que dans les portefeuilles qu'on avait, on avait une personne qui avait un niveau d'inclusion technicien de laboratoire, qui était très très intéressante pour le poste de travail, mais elle avait des troubles autistiques et en entretien, quand elle allait à l'entretien, elle répondait par oui ou par non, et pas plus. C'était impossible d'avoir plus d'éléments la concernant. Donc quand on a eu l'offre d'emploi, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a demandé d'abord à la personne si ça ne la dérangeait pas qu'on parle de son trouble, parce que l'objectif c'était d'éviter la situation de recrutement, la situation d'entretien, pardon, et d'amener cette personne à faire ses preuves autrement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté l'entreprise et on lui a, donc avec l'accord de la personne, on lui a expliqué que cette personne-là, en fait, elle pouvait répondre à tous ses besoins, mais qu'en fait, le principal problème, c'était l'entretien. Et que si elle la prenait en entretien, elle n'aurait pas d'éléments et certainement qu'elle ne la recruterait pas. Donc, on a demandé à l'entreprise d'éviter l'entretien. L'entreprise a joué le jeu. C'était une entreprise privée. J'ai plus le nom du laboratoire en tête. J'en suis désolé pour l'entreprise. Voilà, c'était vraiment une entreprise privée. Ils ont joué le jeu. Ils ont pris cette personne en stage. Donc, ils ont enlevé leur offre. Ils ont priorisé cette personne-là. Ils l'ont prise en stage pendant 2 mois. Donc, on a fait ce qu'on appelle une période de mise en situation professionnelle pendant 1 mois. L'employeur nous a demandé de le renouveler parce qu'en effet, comme l'a un peu exprimé Pauline tout à l'heure, les employeurs ils veulent diminuer un maximum le risque et ils veulent être sûrs que ça peut le faire. En parallèle, on a fait intervenir des spécialistes, des experts vraiment du handicap pour expliquer à l'entreprise comment manager cette personne-là, comment faire en sorte qu'elle donne son plein potentiel. Et cette personne-là donc, a finalement été recrutée en CDI dans cette entreprise, avec un manager qui avait compris comment manager cette personne-là. Il se trouve que la manager, quelques mois après, est revenue vers nous et nous a dit « mais c'est impressionnant parce que grâce à lui, en fait, on a mis en place des méthodes de travail différentes et on gagne du temps, et on est plus productif. » Voilà. Et donc ça a eu celui-là. Malheureusement pour lui, 2 ans après, cette chèque qui était vraiment super, est partie. Voilà, c'était il y a plus de 2 ans. Elle est partie, elle a été remplacée par un autre manager et l'entreprise a fait l'erreur de ne pas contacter la passe directement ou de ne pas passer par nous pour reformer ce nouveau manager. Et malheureusement, la situation a pris fin. La personne, voilà, je pense que tout ce que vous avez montré avant était très intéressant dans ce sens-là. Elle a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et forcément, le jeune qui avait été recruté, il est un peu parti en vrille. Et voilà, il y a eu une rupture du contrat de travail. Voilà, donc c'était une situation très réussie. Puis malheureusement, un grain de sable a fait que c'est devenu a posteriori un échec. Mais pour moi, ça reste une vraie réussite dans ce qu'on a fait, dans ce que Cap Emploi a mis en place pour cette personne-là, dans ce que l'entreprise a fait. Voilà. Et là, on a une situation que Pauline a évoquée, je pense, tout à l'heure, qui ressemble un peu à ça, avec l'entreprise qui s'appelle Hyperion. Je pense que ça peut être évoqué tout à l'heure. Voilà. Et où on est en train de faire le même schéma. En sachant que c'est parti, l'entreprise ne nous a pas dit « je veux une personne qui a des troubles autistiques hein. ». Elle nous a dit « je veux quelqu'un qui a des compétences ». Et donc nous, on lui a proposé ce CV-là. Puis après, c'est un échange avec l'entreprise. Il faut que l'entreprise ait confiance en nous. Donc là, c'est tout le travail de nos conseillers en entreprise, c'est tout le travail de Dianette qui est présente et qui fait de l'excellent travail sur ce sujet-là.
Et d'amener l'entreprise en fait à petit à petit se dire bah oui en fait c'est tout à fait facile de travailler avec une personne qui a des troubles autistiques si on adapte la situation à elle, si on adapte le management à elle. Voilà. C'était un peu ça, les amener à travailler, s'appuyer sur d'autres méthodes de recrutement. Parce que ce que vous avez dit au tout début, le fait que les entretiens de recrutement sont des vrais freins, les CV, les lettres de motivation sont des vrais freins pour les personnes qui ont les troubles autistiques, c'est tout à fait vrai, on le perçoit au quotidien. J'élargirai d'ailleurs, c'est vrai, je le redis, ça fait écho à ce que j'ai dit au tout début, c'est aussi vrai pour toutes les personnes en situation de handicap. Celles qui ont les troubles moteurs, celles qui ont les troubles psychologiques, celles qui ont les troubles mentaux. Voilà. Le CD, c'est le pire moyen de recruter une personne en situation de handicap. Et s'il y a des employeurs ici, s'il y a des associations, dites-le. Arrêtez de recruter avec un CD. C'est en recrutant avec un CV que vous discriminez les gens. On va passer sur les slides sur les prochaines actualités. Hein. Bien sûr, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, pour l'emploi et Cap emploi, ensemble, organise 2 forums, le 16 novembre à Béziers et le 21 novembre à Montpellier, donc des forums emploi dédiés aux personnes en situation de handicap. Donc ça se passe évidemment pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, mais tout au long de l'année, on intervient également sur des recrutements spécifiques. On peut passer un petit peu, je pense qu'il y en a eu. Juste une précision sur l'Handijob, qui a un forum qui nous tient vraiment à cœur, un Cap emploi, et sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans, donc pour nous c'est hyper important. On est très conscient que les situations de forum ne sont pas forcément adaptées au handicap, à tous les handicaps, notamment pour le coup au handicap cognitif et aux troubles autistiques particulièrement, parce qu'il y a du monde, parce que ça fourmille, parce qu'il y a du bruit, parce que c'est pas forcément agréable pour tout le monde, on est très conscient, mais en même temps, c'est le meilleur moyen de pouvoir rencontrer des entreprises et de pouvoir faire part de vos compétences, justement en évitant le CD, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple, mais pour le coup, c'est une situation, c'est vraiment important, en sens que les personnes qui ont des compétences y arrivent à faire preuve de leurs compétences. Sur cet petit job-là, on a essayé de mettre en place des job coachs qui viendront, qui seront présents et qui pourront accompagner les personnes auprès des entreprises s'il y a le besoin. Donc je vous invite à le dire aux personnes, à ne pas hésiter à ce que les personnes n'hésitent pas à venir nous voir. Nous, Cap Emploi, on a un stand Cap Emploi, il y a un stand Pôle Emploi. Donc on les amène jusqu'au job coach qui feront ce travail-là, de les accompagner auprès des entreprises, d'expliquer leur situation et d'essayer de valoriser leur profil. Voilà, en substance, ce que je pourrais dire, c'est que finalement, au travers d'une organisation standard, lieu unique d'accompagnement, ce qui est visé, c'est vraiment de descendre, faire de la dentelle, en fait, hein, aller travailler auprès des entreprises sur des recrutements un peu spécifiques. Pour vous donner un petit peu le sentiment que j'ai eu lorsque, je pense que c'était Marie Bernardo, DPH, quand elle m'a contacté au départ sur la journée autisme et emploi, elle m'a dit qu'est-ce que Pôle emploi fait pour l'emploi des autistes. Ben, concrètement, ma première réflexion, ça a été on fait rien. On fait rien en soi de particulier. Mais en y réfléchissant d'un peu plus près, je me suis aperçu qu'en fait, on faisait plein de choses, et que ces choses-là se faisaient au cas par cas, dans des approches individuelles, centrées sur une situation, en partenariat, en synergie avec les équipes de Cap emploi, avec les employeurs qui jouent le jeu. Et au final, c'est la somme de ces petites actions individuelles qui forment finalement la grosse rivière ou le fleuve des actions. Il faut bien vous dire, vous qui êtes dans le métier de l'insertion, ou qui êtes parents de personnes concernées, ou qui êtes déjà concernés, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Vous n'allez pas trouver au menu à la carte la case qui va bien, qui vous est destinée. Ça va se construire avec les personnes, au cas par cas. Et c'est peut-être un peu frustrant, et c'est finalement dans ma réflexion aujourd'hui d'organisation de l'offre de service
les lieux uniques d'accompagnement, c'est très certainement ce genre de journée que vous organisez qui peut nous aider à avancer dans la réflexion, à prendre des situations en compte un petit peu génériques, comme vous les avez situées au début de la présentation, se dire dans ces situations, comment on peut amener une offre de service qui soit véritablement adaptée à tel type de handicap. On le fait pour les déficients auditifs. On a eu pas mal, par exemple, de déplacés d'Ukraine qui sont venus avec le handicap de la surdité. On a su organiser des inscriptions spécifiques avec des traducteurs formés à la langue des signes ukrainienne, dans une agence dédiée, avec des équipes formées aussi pour prendre en compte ces situations et faciliter les démarches d'inscription et d'accompagnement. Donc on peut réfléchir à la meilleure manière d'organiser notre offre de service, que ce soit au cas par cas ou plus généralement tout au long de l'année. Allez, il y a des questions. Dans votre conclusion, là, il y a un paradoxe. Ça veut dire que vous déroulez tout un dispositif, oui. Et après vous nous dites c'est un peu la débrouille. Alors, j'ai déroulé la présentation standard de ce que c'est qu'un lieu unique d'accompagnement. D'accord ? Ça, c'est valable dans toute la France, dans tous les lieux. Vous allez rencontrer ça. Mais il ne faut pas se le cacher. Sur certaines situations, on va se retrouver à construire des réponses qui sont adaptées aux réalités à la fois de la personne et aux réalités de l'entreprise. Juste pour répondre, voilà. C'est jamais de la débrouille. En fait, ce qui va faire qu'on va faire tel ou tel choix, c'est le besoin de la personne. Par contre, vous avez 10 personnes en situation de handicap, vous avez 10 besoins différents. Et nous, notre travail, c'est de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Voilà, tout simplement. Donc oui, on a un cadre, forcément, comme je pense que tout le monde a un cadre, mais derrière, notre travail, c'est de trouver la spécificité qui va répondre aux besoins. Voilà. Aujourd'hui, l'offre partenariale est très forte. On l'a vu au début, il y a énormément de dispositifs. Et tout à l'heure, le papa disait oui, mais nous on s'y perd. Oui, mais nous on est des professionnels et on les connaît, ces dispositifs. Et si on voit que normalement, si un conseiller voit que la personne que vous accompagnez a ce besoin-là, nous, en tant que conseiller, on sera capable de dire ce besoin, il correspond à tel dispositif. Vous n'avez pas de projet, mais vous voulez absolument travailler, vous avez plus la motivation. Vous avez un projet, vous voulez travailler, vous avez du mal à trouver un emploi, ok, il y a un club pro. Vous avez un handicap autistique, vous avez des projets, mais vous sentez que votre handicap est un frein, et on a la passe autisme. Voilà. Nous, on a cette capacité-là, on a cette compétence-là, c'est notre travail de nous orienter vers ça. Donc je vous répondrai que, bien sûr, voilà, on a ce cadre qu'on a présenté là. Ça paraît peut-être être de la débrouille après, mais ça n'en est pas vraiment. Si on prend les sourds ukrainiens, la première chose qu'on a fait, c'est « Allô, l'Arieda ». Un peu comme si on avait eu la situation, l'Arieda, c'est la passe auditive, pardon. Voilà. C'est un peu comme si on avait eu des Ukrainiens avec des troubles autistiques. La première chose qu'on aurait fait, c'est « Allô, Pauline ». Là, on a besoin de pouvoir. Pour revenir sur la débrouille, moi je revendique ce terme en fait, et je ne le trouve pas du tout péjoratif, dans le sens où pour les Ukrainiens, typiquement le cadre original, ça aurait été un entretien individuel avec un conseiller qui parle français, avec un demandeur d'emploi qui est censé maîtriser la langue des signes française. Vous voyez ? Si on n'avait pas été astucieux, on aurait eu 30 à 40 situations compliquées dans les agences. Là, on a ciblé une agence, un certain nombre de conseillers limités, des démarches d'information en petit collectif, puisque le traducteur traduisait à un petit groupe de personnes les mêmes choses, pour informer sur comment ça marche le service public de l'emploi en France. Quand on vient d'Ukraine, c'est pas évident. Mais, donc typiquement, on a su organiser quelque chose de standard à un besoin spécifique qui n'était pas prévu dans nos statuts, ni quoi que ce soit. Vous voyez. Donc cette astuce de débrouille, elle est possible dans les agences. Elle peut entrer dans une réflexion un peu collective, à partir du moment où on détecte un certain nombre de situations. Mais dans les 9431 personnes
ils sont avec une RQTH. Je suis aujourd'hui incapable de vous dire combien il y a de listes. Mais je n'ai pas le savoir. Techniquement, dans mes outils, ce n'est pas écrit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, en repérant des situations, c'est pour ça que je vous donne cette information aussi. Il y a le cadre général, il y a ce qu'on peut construire en fonction des situations. Et là, quand vous regardez sur Internet l'offre de service de Pôle emploi, vous ne voyez pas la case PSA. Elle n'existe pas. Il faut la construire. Et c'est avec les familles, avec les associations, avec les structures qui accompagnent les PASS, avec les LUA, qu'on va pouvoir construire cette réponse adaptée. Elle n'est pas encore complètement sur le papier, écrite et valable sur toute la France. Donc il y a cet aller-retour entre le standard qui est posé et la réalité du terrain, la réalité des personnes, les contraintes locales. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a encore? Oui. Moi, je très aimé votre question. Problème, hein. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Hein. Là, c'est... Donc, vous m'avez parlé de... J'ai eu l'impression d'être dans un festival, tout, c'est pas. Mais moi, dans la vraie vie, je suis allé au Cap Emploi il n'y a pas longtemps. Cap Emploi me recommande des papiers que j'ai donnés dans l'année. Donc, il faut que je refasse mon dossier, que je refasse tout. Entretien, premier entretien, j'en ai eu 3 dans l'année. Mon fils, ça fait 1 an qu'il est au chômage. J'ai eu 3 premiers entretiens. Bon, super. Hein. J'étais dans la 4e, je n'ai rien dit parce que dans Pôle emploi, il marquait emploi. Emploi, c'est le mot, pour moi, on donne du boulot. Là, non. On vous donne des associations. On dit, allez au CRIP. Au CRIP, je suis allé. Oh, il faut attendre 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de place. Entre-temps, qu'est-ce que je fais de mon fils? Il a toute la tête sur les épaules, tout, il fait plein de choses. Mais quand on explique au Pôle emploi ce qu'on souhaite, ce qu'il risque, moi je ne parle pas pour l'emploi, mon enfant est assez grand pour parler tout seul. Donc, je dis, ils n'ont pas de réponse. Ils ont une réponse et nous envoyer tel endroit, mais ils n'ont pas de réponse et voilà. On va contacter telle entreprise, on sait qu'ils font ça, on va leur demander s'ils peuvent vous embaucher. Je regrette, je n'ai pas cette impression-là. Il y a des entreprises, il y en a qui préfèrent payer une pénalité que embaucher un handicap. C'est constant. J'en vois régulièrement des entreprises. Non, on préfère payer l'amende que embaucher. Alors là-dessus, il y a quelque chose à faire, peut-être, hein, au niveau Pôle emploi, Cap emploi, il y a quelque chose à révolter au niveau de ces entreprises-là. Parce que qu'est-ce qui regarde l'entreprise? Ce qui est normal. C'est ce qu'ils me rapportent dans mon portefeuille. Ça, c'est la première chose. Mais les autres qui préfèrent payer une amende qu'embaucher, va peut-être un effort. Donc, moi, j'aime bien, je veux dire, je suis peut-être le seul parent à parler, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres parents qui parlent. Mais moi, j'aime bien votre canevas. J'ai l'impression d'être dans un meeting de professionnels. C'est très bien, hein. Mais nous, parents, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est pas la réalité, ce que vous me dites. Moi, j'y suis à la réalité. Et je dis qu'à parfois, j'y étais il y a 5 jours. Vendredi dernier. Vous étiez où à Cap emploi? À Saint-Jean-les-Dos. En plus, j'habite dans mon pays, je suis obligé d'aller à Saint-Jean-les-Dos. Bon, bref, c'est comme ça. Mais voilà, on souhaite, nous, on nous donne des réponses réelles. On me propose un boulot. Ah oui, on m'a proposé un boulot. On m'a proposé un boulot petit. Ah, attendez, hein, super. Hein. On me propose un boulot dans une zone où il n'y a pas de transport, rien du tout. Donc vers Montbio. À 5 h du matin. Mais il ne touchera pas le SMIC. On nous a dit qu'il travaillera 35 heures, mais il touchera en dessous du SMIC. Réponse. Cette annonce a été donnée par Cap emploi à une association. Donc nous, Cap emploi, on a reçu le message, on était allé voir l'association. Et c'est l'association qui faisait intermédiaire entre l'enfant,
et l'entreprise. Quand on a eu toutes ces informations-là, mais on s'est dit, c'est exploitation de l'enfant, exploitation du même. De dire, on ne paye pas un salaire complet, on va vous donner en travaillant à 100%. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, ou c'est une erreur de vos services, ou c'est une erreur de la situation, mais je veux dire, c'est la réalité. Moi, je vous parle de la vraie vie. Voilà. Alors, je suis qu'il y ait des cas individuels où ça se passe moins bien, que ce soit avec, que ce soit avec Pôle emploi ou Cap emploi, je l'entends. On n'est pas, voilà, on va pas se mentir, on n'est pas parfait. Je pense que personne ne l'est, aucun service n'est parfait. Depuis 2 ans, on travaille dans le LUA, on apprend à se connaître avec Pôle emploi et peut-être que ça crée des situations qui peuvent être complexes. Donc j'entends tout ça. Moi, je sais aussi qu'il y a des fois où ça se passe bien et je pense qu'il faut malheureusement, je l'entends, être patient. Notre travail, comme je l'ai dit, c'est déjà de base, en tout cas si vous êtes à Cap emploi, c'est de base, c'est d'amener la personne à être consciente de ses limitations. Je le redis, et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir reconstruire un projet professionnel. Donc moi, ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, c'est qu'on ait proposé une offre d'emploi au premier entretien à votre enfant. Vous voyez, moi, c'est l'inverse qui m'inquiète. C'est pas ce que vous avez dit. Parce que si on propose une offre d'emploi à votre enfant au premier entretien, ça veut dire qu'on n'a pas évalué quelles étaient les capacités de votre enfant et quel métier il voulait faire réellement. Sur quoi il s'autodétermine cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut faire lui réellement? Voilà. Pour ce qui est de l'entreprise, oui, alors l'entreprise ne paye pas de pénalité. C'est important. Laissez-moi expliquer, laissez-moi dérouler. L'entreprise n'a pas de pénalité à payer. Ce n'est pas des pénalités, ce n'est pas une amende, c'est une contribution. Et l'entreprise a plus... Non, mais c'est important la différence des mots. Une contribution, en fait, c'est l'entreprise a le choix de payer, de recruter, de prendre des personnes en stage, de faire travailler des ESAT ou des entreprises adaptées. D'accord? C'est un choix qu'elle a. Et elle peut, dans ce panel, choisir le choix qu'elle veut. Et elle peut faire le choix de payer. Aujourd'hui, les entreprises font le choix de payer, il y en a très peu. D'accord? Et on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont contribuantes, qui recherchent des personnes en situation de handicap et qui ont le problème inverse, qui n'en trouvent pas. Parce qu'elles sont dans des domaines d'emploi très complexes. Donc on a tout un travail à faire avec ces entreprises-là, j'en conviens. Et on le fait au quotidien. La situation que j'ai donnée tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans un laboratoire, ils ont du mal à trouver des techniciens de laboratoire handicapés, quel que soit le type de handicap. Si je prends la situation d'Hyperion, c'est des techniciens en électricité. Ils ont du mal à trouver des techniciens en électricité formés qui sont en situation de handicap. C'est aussi une réalité. Il faut voir cette réalité-là à l'inverse. Et nous, notre travail, c'est de les amener soit à réfléchir à d'autres types de postes, soit à former les entreprises. Dernière chose, alors j'aimerais bien avoir la copie de l'offre d'emploi que vous envoyez à votre fils pour savoir quel est le type de contrat qui a été proposé. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas le droit, donc là pour le coup ce serait une erreur de notre part, de proposer des offres qui ne sont pas légales, Et une offre inférieure au SMIC, ça n'est pas légal. Tout simplement. Donc là, il faut qu'on vérifie, mais dans la loi, avec plaisir. Dans la loi, c'est pas possible. Donc en général, étant service public de l'emploi, on essaie de respecter un maximum la loi. Merci. Une dernière question, Michel, et puis ensuite on passera à la présentation suivante. Il fallait que Mathilde intervienne. Oui. Ouais, elle a vécu un parcours aussi, et j'aimerais bien qu'elle puisse l'exprimer. Mais allez-y. Vous m'entendez? Oui. Je vais essayer de faire de la médiation. Merci. En fait, ce que je ressens moi, depuis ce matin, c'est un maximum d'informations qui, moi, je ne suis pas parent, qui, moi, me parlent beaucoup dans mon travail d'accompagnement de recherche que je fais en direction, à partir d'associations et avec des gens qui sont dans les situations que décrivent les parents. C'est plus facile quand on est un peu plus décalé. Depuis ce matin, je me dis comment tu vas faire pour mettre sur ton ordinateur toutes les informations que tu as reçues, toutes les pistes, toutes les directions, tous les dispositifs. Moi, il me parle. Mais quand un parent prend la parole, ça ne lui parle pas immédiatement, d'abord parce qu'il y a le passif
de l'accompagnement depuis que leur enfant est né, à travers l'inclusion scolaire et tout le reste, et à un moment donné, au moment de rechercher s'il y a une possibilité, suivant la personnalité de la personne, de trouver un emploi, c'est un deuxième dédale qui succède à un autre dédale. Voilà. Alors, je ne sais pas, moi, tout ce que je viens entendu depuis ce matin, encore une fois, me parle et est intéressant d'un travail qu'on veut faire. Je crois qu'à un moment, il manque, mais je ne sais pas quelle est la solution pour le moment, parce qu'on a eu des dispositifs, des structures, des plateformes, des diagnostics. Tout le monde a fait du diagnostic. Tout ce qu'on nous a présenté, et d'abord sous forme de diagnostic, puis d'accompagnement, chacun dans le sien. Et suivant le parcours, il y en a un, d'abord l'insertion professionnelle, puis voir ce qui peut être fait, puis l'arrivée sur le milieu de travail et la sensibilisation de l'employeur, qui est énorme. Hein, à un moment, il faut trouver les moyens de le faire. Je crois qu'il manque un travail de sélection de cette information, de coordination de cette information, de savoir à qui elle est être utile et comment pour les familles qui sont dans le désarroi. Voilà. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas envisager une plateforme ou des plateformes. C'est un excellent travail, pour moi, c'est pas de problème. Mais il y a toujours cet aspect sensible, c'est la recherche de l'insertion professionnelle, mais c'est du social aussi. On est là-dedans. Et c'est difficile, je crois qu'il faut se poser la question de trouver le moyen, je veux dire sur le département, en fait, faire un collage, pour pallier ce qui manque à un moment à des familles qui sont dans le questionnement permanent qui fait que vous terminez comme ça. Comme je l'ai dit au début, on est très conscient de la difficulté de se repérer dans tous ces dispositifs qui existent, qui sont complémentaires. Hein. On ne fait pas tous la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un diagnostic sur chaque dispositif. C'est qu'ils sont différents. L'idée du guichet unique qui a été évoquée, demain, ce sera France Travail. C'est pas uniquement adressé à vous. J'entends, mais je donne une réponse, je donne une réponse globale et ma réponse pour le coup. Mais enfin, en tout cas, nous, on est très conscients que c'est compliqué et que si moi, j'étais pas dans le milieu du handicap, aujourd'hui, quand on a un nouveau conseiller qui est intégré à Cap Emploi, la première chose qu'il me dit, c'est quoi tout ce qu'il y a à faire, quoi, tout ce qu'il y a à apprendre. L'offre de service, elle est énorme, elle est très, 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 très importante. Et c'est dur de l'intégrer. Un nouveau conseiller, il y a du temps à l'intégrer. Donc, on est très conscient de cette problématique-là. Demain, il y aura France Travail. L'idée de France Travail, c'est un peu ce guichet unique, c'est un peu cette idée de plateforme. Je ne sais pas si ça fonctionnera. J'espère que ça fonctionnera. Je ne sais pas si ça donnera une réponse à chacun. Mais globalement, sur le principe, ça paraît être la réponse à ce problème-là. On verra si ça fonctionne. Merci à tous les deux, on peut quand même les applaudir parce que on a l'occasion de finir. On était en place aux collègues des missions locales. Mathilde qui voulait témoigner, on avait demandé à Mathilde de témoigner. Vas-y. C'est important. Témoigne. Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est quand même important de laisser la parole aux personnes concernées aussi. Voilà, du coup, merci de ne pas m'avoir oublié. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, et mes 3 ans d'ancienneté comme personne autiste font un peu de tâche sur mon CV. J'ai toujours cru que le diagnostic me permettrait de faire la paix avec moi-même, de me pardonner toutes ces années durant lesquelles j'ai été si dure avec moi pour ressembler aux autres. Toutes ces années durant lesquelles je me suis punie d'être différente car je ne comprenais pas pourquoi. J'ai aussi pensé, bien naïvement, que le diagnostic serait un support pour les personnes neurotypiques, une sorte de guide pour faciliter la communication entre elles et moi. Je n'aurais jamais imaginé que le diagnostic leur servirait d'arme de discrimination. J'ai recommencé à culpabiliser, et aujourd'hui, je m'en veux parfois d'être autiste. Comme j'ai été diagnostiquée tardivement, mes parents m'ont éduquée comme une personne neurotypique. Je ne pense pas qu'ils m'auraient éduquée différemment s'ils avaient su. Je veux surtout dire qu'à cette époque, ils ne savaient pas. Mes parents m'ont appris à rêver en grand. Petite, je voulais être astronaute, et comme pour ma mère, tout est possible, une fois la nuit tombée, elle m'accompagnait dans le jardin à observer les étoiles. Ma sœur, elle changeait souvent de rêve. Le jour où nous avons accompagné mon père à un rendez-vous dans une agence de voyage, elle a pris quelques prospectus et quand nous sommes rentrés à la maison, elle est devenue conseillère dans une agence de voyage. Elle surlignait, entourait, pliait les prospectus et tapait à une vitesse folle sur le clavier de son ordinateur imaginaire.
Tout a changé lorsque mon père s'est acheté une caméra. Ma sœur a vu dans cet objet son avenir. Après avoir enregistré quelques albums dans sa chambre, filmé toutes ses chorégraphies sur les chansons de Mika et documenté la vie de la famille, elle a fait des études de communication digitale et aujourd'hui c'est son métier. Un jour, une fille de mon école m'a dit que les astronautes pouvaient tomber dans les trous noirs et ça m'a fait peur. L'inconnu, le changement, c'est effrayant. Moi, j'ai besoin d'une routine, d'un endroit confortable dans lequel me réfugier. Je me suis alors intéressée à la littérature. Si une histoire est trop bouleversante, il me suffit de fermer le livre et d'en ouvrir un autre. J'ai très bien réussi mes études. Au collège, ma motivation principale était l'approbation des autres. Et comme je n'arrivais pas à obtenir celle des personnes de mon âge, que j'étais souvent seule et que j'avais peu d'amis, j'essayais d'obtenir celle des adultes. Mes parents et mes professeurs étaient très fiers lorsque j'avais de bonnes notes, alors je faisais tout pour les satisfaire. Au lycée, ce que j'apprenais m'intéressait vraiment. Et à l'université, les études sont devenues une obsession. J'ai obtenu ma licence en langue, littérature et civilisation espagnole, avec la mention très bien. Mais j'étais dans une telle détresse psychologique que la seule suite envisageable, si je continuais sur cette route, c'était un master anxiété spécialité dépression. Le propre de l'autisme sont des difficultés d'ordre social et mon parcours professionnel est jonché d'incidents personnels. Lors de ma première année d'université, j'ai vécu une relation amoureuse avec un homme violent. Il était dans ma classe. La seconde année, il me harcelait car il n'acceptait pas la séparation. Il n'y a pas eu de troisième année pour moi car j'avais si peur de le voir que j'ai interrompu mes études. La quatrième année, je suis partie en Espagne finir ma licence, là où j'étais certaine que je ne le reverrais pas. Je déteste que l'on me qualifie de personne faible ou fragile en se référant à ma neurodivergence, mais j'admets que je suis plus vulnérable. Mon année en Espagne a été très enrichissante intellectuellement, car je vivais au cœur de la culture que j'étudiais. Sur le plan personnel, c'était plus difficile, car je n'ai jamais eu autant conscience de ma différence. J'étais la seule étudiante à ne pas vivre en colocation. Je ne participais ni aux soirées, ni aux voyages, et j'ai adopté un chat que j'ai ramené en France lorsque je suis rentrée. Je ne sais pas si ça aussi c'est étrange, mais j'avais envie de le mentionner parce que ça m'a rendue très heureuse. Lorsque j'ai obtenu ma licence, j'ai ressenti un vide immense à l'intérieur de moi. C'était l'aboutissement d'années d'acharnement, et puis rien. Il n'y avait pas de suite. J'avais envie de continuer, mais je sentais que le mental ne suivrait pas. J'ai pensé quelque temps à postuler pour intégrer un master de recherche ou bien préparer un concours pour entrer dans une école de journalisme. Finalement, j'ai préféré m'occuper de ma santé mentale. Et après un long parcours que je ne prendrai même pas la peine de résumer, car dans cette salle, on sait déjà tous de quoi il s'agit, on m'a diagnostiqué des troubles du spectre autistique légers, mais qui pèsent lourd sur mon CV. J'ai profité de ce gros imprévu dans ma vie pour changer de rêve, une nouvelle fois, et j'ai appris à coudre. J'aime la mode. Lorsque je sors, je suis souvent apprêtée. D'après moi, l'apparence physique est ce qui forge, dès le premier instant, l'idée que l'autre se fait de nous. Les vêtements sont comme un sort de costume que l'on enfile pour affronter le monde. Yasmina m'a conseillé Cap Emploi et Pauline, qui me suit dans le cadre d'une prestation d'appui spécifique, sont un grand soutien. Elles m'ont aidé à transformer mon rêve en projet et j'ai eu la chance d'effectuer une formation professionnalisante dans le domaine de la couture. À Attécré, là où j'ai effectué ma formation, Marie et Ophélie m'ont permis d'apprendre dans des meilleures conditions, en respectant mes besoins et mon rythme. C'est important de souligner qu'il existe aussi des personnes qui n'y connaissent rien à l'autisme, mais qui, à force de bienveillance et de respect, parviennent à créer un cadre de travail et d'apprentissage sain pour les personnes neuroatypiques. Malheureusement, ce n'est pas la norme, et à l'inverse, il existe aussi des personnes qui représentent une collectivité régionale, qui font la promotion de la diversité et de l'inclusion, mais qui, dans les faits, se montrent discriminantes avec les personnes en situation de handicap. Plus récemment, j'ai postulé à une formation pour adultes de préparation au CAP Métier de la mode, financée par la région. J'ai eu un entretien au cours duquel j'ai présenté mon portfolio avec mes réalisations de couture. La personne qui m'a reçue était enchantée, jusqu'à ce qu'elle lise sur mon CV que je suis en situation de handicap. Après quoi, elle m'a ouvertement dit que cela posait un problème, car elle n'était pas certaine que j'aille jusqu'au bout de cette formation. La simple mention RQTH me vient des portes. Pourtant, je suis la même personne qu'avant. Je suis toujours cette Mathilde qui a obtenu sa licence avec la mention très bien. Je travaille avec le même acharnement, j'ai la même motivation. Mais ces 4 lettres, RQTH, font peur. Et alors qu'elles devraient me permettre des aménagements pour ne plus porter les difficultés liées à l'autisme sur mes seules épaules, elles me ferment des portes.
Je ne suis pas handicapée. Ce sont les autres qui me rendent handicapée. Je suis autant capable que n'importe qui, et si on me donne la possibilité de le prouver, dans un environnement favorable, je considère que je ne devrais pas avoir caché cela, car l'autisme fait partie de mon quotidien et de ma réalité, mais il ne me définit pas. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, et si ceux qui ont la capacité de m'aider à réussir ne croient pas en moi, tant pis. Peut-être que je mettrai plus de temps à atteindre mes objectifs, mais ma motivation n'est pas limitée au cadre d'une lettre de candidature. Elle est réelle et elle vit en moi. En 2020, mes parents ont créé l'association Création et Handicap, qui me permet de tester mon projet d'entreprise dans la création textile. Cette même année, j'ai rencontré Noélia, la gérante de la Bicycletta Concept Store, 2 boutiques de créateurs à Nîmes et à Saint-Étienne, où je vends les vêtements que je confectionne. Chez moi, à Laudan-l'Ardoise, j'ai pu dédier une pièce de ma maison à mon atelier de couture. Je l'ai aménagé avec beaucoup d'amour et toute la passion qui m'est venue. Je peux travailler chez moi, seule, dans un lieu sécurisant où je n'épuise pas mes batteries sociales. Je suis toujours en contact avec l'atelier où j'ai effectué ma formation et je sais que si j'ai un doute ou une question en rapport avec la couture, je peux trouver son mari, ma formatrice. En 2024, je compléterai ce beau tableau professionnel par la création de mon entreprise et une aide de l'AGFIP me permettra d'acheter des machines professionnelles. En ce qui concerne mes études universitaires, ma licence m'est très utile aujourd'hui puisque l'homme avec qui je partage ma vie est colombien. C'est très utile pour faire face aux problèmes de communication. Quand on doit dire quelque chose, on a le choix entre 2 langues. Ça ne pallie pas aux difficultés de communication inhérentes à l'autisme, mais on se débrouille. Je sais lui dire que je l'aime et c'est le plus important. Aujourd'hui, je témoigne de mon expérience de l'autisme dans le milieu professionnel et c'est difficile de se limiter à ce seul domaine car il y a tant à dire à propos des discriminations quotidiennes auxquelles on fait face quand on est en situation de handicap. Mes rêves ne sont plus les mêmes qu'avant, depuis que je sais que tout n'est pas possible pour moi, ou du moins pas aussi facilement que si j'étais neurotypique. Parfois, les choses simples de la vie représentent un véritable défi. Envoyer un SMS, répondre à un appel, sortir faire des courses, marcher dans la rue et entendre un chien aboyer ou un enfant hurler. Et puis il y a ces choses que petite j'imaginais pour ma vie, mais qui aujourd'hui me semblent parfois hors d'atteinte. Louer ou acheter une maison ou un appartement, se former, avoir un travail, fonder une famille. Depuis peu, je sais que je peux à nouveau rêver d'un mariage un jour sans que cela impacte mon autonomie financière si je ne suis pas en capacité de travailler. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'un jour j'aurai des enfants et qu'à mon tour je pourrai leur dire que dans la vie, tout est possible et que peu importe qui ils sont, cette fois-ci ce sera vrai.